Alors, nous sommes dans la suite du chapitre sur les transferts d'énergie, et là, on va s'intéresser aux transferts au niveau microscopique. Alors, plein de choses à voir dans ce chapitre. Dans un premier temps, qu'est-ce qui va se passer à l'état microscopique? Comment on va l'observer? Ensuite, les transferts d'énergie au niveau d'un atome, ça c'est ce que vous avez déjà commencé à voir en première l'année dernière. Et puis, comment on est passé de la découverte de l'émission stimulée au laser et le principe du laser. Ensuite, on va reparler un petit peu de la dualité onde-corpuscule dont on avait déjà parlé pour la lumière, mais cette fois-ci, on va passer aux objets quantiques. Comment savoir quand est-ce qu'on parle d'ondes et quand est-ce qu'on parle de particules, dans quel cas on doit utiliser telle ou telle version. Et comme vous adorez ça, on va continuer encore plus loin dans la quantique et on va parler de la notion de probabilité de présence d'un électron. Allez, c'est parti. Alors, pour observer le domaine microscopique, on va utiliser ce qu'on appelle le microscope à effet tunnel. Et vous avez dans la vidéo qui va suivre le principe de fonctionnement du microscope à effet tunnel. Alors, on a nos atomes et on va, avec une pointe, faire passer très près des atomes, envoyer une sorte de décharge électrique. Et en fait, il va y avoir une interaction électrique qui va se produire entre les atomes et la pointe microscopique qui se déplace tout au long de la matière. Ces interactions-là, elles vont se manifester sous la forme de variations de l'électricité. Et donc, si on enregistre tout ça, on va pouvoir avoir la trace de ces atomes et justement voir à quel moment on a des atomes, à quel moment il n'y en a pas. Donc, ça va nous donner tout un tas d'informations sur la structure d'un matériau, par exemple, savoir comment sont agencés les atomes les uns à côté des autres, etc. Donc ça, c'est le principe du microscope à effet tunnel. Vous pouvez, je crois que je vous ai mis des liens sur des vidéos sur la chaîne ou sur le NET. Vous allez pouvoir en savoir un peu plus sur le microscope à effet tunnel et son fonctionnement. Donc ça, c'est comment on fait pour observer l'état microscopique. Maintenant, on repasse au transfert d'énergie à un atome. Ça, vous en avez déjà parlé. Alors, transfert d'énergie à un atome et les niveaux énergétiques, vous l'avez vu en première. Nous, cette année, on avait reparlé en début d'année des spectres d'absorption et des spectres d'émission des atomes ou des ions. On avait vu que lorsqu'un gaz est excité, il va émettre des radiations. Donc on va voir des bandes colorées au moment des longueurs d'onde de ces radiations émises. C'est ce qu'on va appeler le spectre de ray d'émission, c'est celui qui est en haut, là. Et puis de la même façon, si ce gaz est traversé par une lumière, eh bien il va absorber certaines radiations, qu'on voit du coup marquées par des bandes noires. Les radiations émises sont exactement aux mêmes longueurs d'onde que les radiations absorbées, et du coup dans le cas des radiations absorbées, on appelle ça le spectre de ray d'absorption. Chaque atome ou chaque ion a son propre spectre avec ses propres valeurs qui lui sont caractéristiques. Donc ça permet d'identifier cet atome ou cet ion. En somme, les spectres de ray, d'absorption ou d'émission, c'est la carte d'identité d'un atome ou d'un ion. Ça, c'est ce qu'on a déjà vu, c'était juste des petits rappels. Si on va plus loin dans l'atome, vous vous rappelez des couches électroniques. Les couches électroniques, c'était le modèle de Bohr. Dans ces couches électroniques, les atomes sont rangés sur différents étages, donc les couches qu'on appelait couche K, couche L, couche M, etc. Bon, et bien un électron, il peut passer d'un niveau à un autre en gagnant ou en perdant de l'énergie. Et on va représenter ces passages possibles sur les niveaux d'énergie. Évidemment, la quantité d'énergie à amener, elle n'est pas prise au hasard. Tout ça, c'est quantifié, ça veut dire qu'il faut exactement amener telle valeur pour que l'électron puisse passer d'un niveau à un autre, et de la même façon, pour que l'électron passe d'un niveau supérieur à un niveau inférieur, il va émettre, il va libérer une quantité d'énergie connue et quantifiée. Donc tous les niveaux sont ce qu'on appelle les niveaux d'énergie d'un atome ou d'un ion, donc son niveau fondamental, et puis on a les états d'excitation, et si l'énergie est suffisamment grande, cet électron qui passe d'un niveau à un autre sera capable de partir complètement, et dans ce cas-là, un atome qui aura perdu un électron sera appelé un ion, et c'est ce qu'on va appeler l'énergie de ionisation. Donc quand on envoie de l'énergie à un atome, il peut passer d'un état à un autre, autrement dit, sur sa structure électronique, d'une couche à une autre couche. Si c'est un atome énervé, excité, qui va vouloir se calmer, c'est-à-dire qu'il va vouloir redescendre à son niveau fondamental ou à un niveau excité
plus faible. Bien, dans ce cas-là, il libère de l'énergie. Cette libération d'énergie, c'est sous la forme d'un photon et qui a évidemment une longueur d'onde caractéristique. Parfois c'est dans le visible, parfois c'est dans les UV, parfois c'est dans les rayons X, etc. Parfois dans les rayons gamma, ça c'est ce que vous avez vu dans les réactions de radioactivité, en première. Alors, il faut apporter, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut apporter la bonne dose d'énergie à l'atome pour qu'un électron puisse changer de couche. On apporte l'énergie et l'électron passe d'une couche à une autre. Bon. L'énergie apportée, c'est celle qui suit la formule qu'on a déjà vue à plusieurs reprises, E égale hc sur lambda. On dit aussi E égale h nu. Nu, c'est l'espèce de V penché et ça, la fréquence. Donc E égale hc sur lambda, c'est l'énergie qu'il faut apporter pour qu'un électron passe d'un niveau à un autre. Mais c'est aussi la même formule si on a un électron qui est excité et qui veut revenir proche de son niveau fondamental, il va libérer de l'énergie. L'énergie libérée suit la même formule. Dans cette formule, je n'ai pas précisé, mais h c'est la constante de Planck, c'est la vitesse de la lumière et lambda, la longueur d'onde. Donc à chaque niveau d'énergie, à chaque variation d'énergie va correspondre une longueur d'onde. Donc dans le cas où on a un électron qui veut passer d'un état inférieur à un état supérieur, il va falloir lui amener de l'énergie. L'énergie qu'on lui amène, c'est un photon qui va avoir une longueur d'onde sous la forme hc sur la variation d'énergie entre les deux niveaux. Même chose qu'à numéro 2, on a un électron, un atome qui est excité, qui veut revenir à un état d'énergie inférieure, il va libérer un photon. La longueur d'onde du photon libéré se calcule avec la formule hc sur variation des niveaux d'énergie. Voilà, tout ça c'est ce que vous aviez déjà vu, mais ça fait du bien de le revoir, je pense. Alors ensuite, suivant la valeur de l'énergie amenée ou pas, on va avoir plusieurs possibilités de changement dans l'atome. Donc nous, juste précédemment là, on avait parlé des transitions électroniques. Hein. Un électron qui passe d'un niveau à un autre, c'est ce qu'on appelle les transitions électroniques. Ça, c'est quand on amène des électrons, des photons, ou quand ça libère des photons dans les rayonnements visibles UV. Si on amène plus d'énergie, rappelez-vous, je l'ai dit tout à l'heure, dans ce cas-là, l'électron s'en va, on obtient un ion, on va appeler ça l'énergie de ionisation. Et donc on est dans la catégorie ionisation. Si l'énergie amenée est plus petite, dans ce cas-là, ça va créer uniquement, entre guillemets uniquement un phénomène vibratoire au niveau de la molécule ou de l'atome. Et si les énergies sont plus petites encore, ben ça va être ce phénomène de rotation. On en avait déjà parlé quand on avait fait le chapitre sur les diastéréoisomères, énantiomères, etc. On avait parlé des conformères. Vous vous rappelez, on avait dit que sur une liaison CC, il pouvait y avoir plusieurs possibilités de rotation. On avait parlé notamment du modèle éclipsé. Et du modèle décalé. Voilà, ça c'est tout ce qui est rotation et torsion de la molécule avec des énergies plus petites. Donc plus l'énergie est grande, plus il va se passer quelque chose de fort au sein de l'atome, de l'ion ou de la molécule. Tout ça pour aller un peu plus loin. En 1917, Einstein, lui, il a découvert le principe de l'émission stimulée. Alors l'émission stimulée, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on va envoyer à une particule, on va lui envoyer de l'énergie. Cette énergie, sous forme d'un photon, qui a pour valeur E égale h nu, nu étant la fréquence, eh bien, elle va rencontrer un atome, ça va exciter cet atome, et cet atome va être capable, lui, de renvoyer un photon, et pas n'importe quel photon, il est capable de renvoyer cet atome un photon identique au premier. Identique, c'est-à-dire que le photon aura la même valeur de l'énergie, la même direction et le même sens de propagation que le photon qui est arrivé sur lui. D'accord? Et ça, c'est ce qui va être utilisé dans la fabrication, dans le fonctionnement d'un laser. Donc on parle d'émission stimulée, un atome reçoit un photon d'énergie et il est capable il va s'énerver, il va s'exciter et il est capable de renvoyer le photon qu'il a reçu plus un photon identique à celui qu'il a reçu.
Principe de fonctionnement d'un laser. Donc je vous laisse regarder la vidéo qui suit sur qu'est-ce que c'est qu'un laser, comment ça fonctionne. On vous donne des explications, donc on vous reparle de la lumière, qui sont en fait des photons de toutes les longueurs d'onde, donc qui partent dans toutes les directions. Le laser, lui, bah, c'est une seule couleur, donc une seule longueur d'onde, et puis avec une direction unique. Donc comment on est passé d'une ampoule qui envoie toutes les radiations dans tous les sens à une seule lumière monochromatique dans une seule direction. Donc on vous dit qu'il faut qu'on ait un milieu amplificateur, il faut évidemment apporter de l'énergie pour exciter les atomes, maîtriser l'émission stimulée, et il faut disposer d'un milieu avec des miroirs et une partie semi-réfléchissante. Alors, le milieu amplificateur. C'est-à-dire qu'on va avoir des atomes qui sont capables d'avoir des électrons qui peuvent changer de niveau assez facilement. On apporte de l'énergie, l'électron, lui, va monter dans les étages des niveaux énergétiques, et puis il va vouloir se calmer. Pour se calmer, il va libérer un photon. Ça, c'est ce qu'on a vu jusque-là. Très logiquement, ces photons peuvent être émis dans n'importe quelle direction si on n'a pas d'émission stimulée. Lorsque l'on va non pas laisser faire n'importe quoi, mais essayer de gérer l'émission stimulée, c'est-à-dire qu'on va apporter un photon avec la bonne longueur d'onde, évidemment il faut que ce soit la bonne longueur d'onde. Je vous ai dit tout à l'heure que l'atome, lui, était capable de renvoyer un faisceau incident, un faisceau réfléchi, transmis, exactement le même que le faisceau incident. Donc on va avoir comme ça la création de tout un tas de photons avec la même direction, la même longueur d'onde et le même sens. En laissant passer ces photons, on obtient un laser. Vous pourrez revoir autant de fois que vous voulez cette vidéo, je vous ai mis le lien en dessous. Du coup, tout ça, ça va nous donner les caractéristiques d'un laser qu'il faut que vous connaissiez par cœur puisque ça peut faire l'objet d'une question au baccalauréat. Donc un laser, il a une lumière d'une grande intensité, d'une grande puissance, une lumière directive, un faisceau donc monochromatique et cohérente. Cohérente, ça veut dire qu'elles vont avoir même fréquence, donc même longueur d'onde. Voilà. Et évidemment, il faut que ces ondes arrivent en phase pour qu'il y ait résonance à l'intérieur de la boîte, de la cavité du laser. Et donc, du coup, ça donne des conditions particulières sur la taille, elle, de cette cavité. Il faut que la cavité, elle soit proportionnelle à la moitié de la longueur d'onde pour que, comme ça fait un aller-retour, d'accord, ça fera que du coup, sur l'aller-retour, c'est proportionnel à la longueur d'onde. Et étant proportionnel à la longueur d'onde, on arrive avec des ondes en phase. Et dans ce cas-là, on a une résonance et on n'aura pas d'interférence destructive. Pour aller un petit peu plus loin, alors on avait déjà vu en première et puis on en avait reparlé dans l'année que la lumière c'est une onde, mais la lumière c'est aussi une particule. Alors pourquoi la lumière c'est une onde? C'est simplement le phénomène de diffraction et d'interférence. Si ces phénomènes existent, ça veut bien dire que la lumière c'est une onde. Le principe que la lumière est une particule, eh bien parce qu'elle est capable de transporter de l'énergie, donc si elle transporte de l'énergie, il faut que ce soit une particule. Et puis cette lumière, elle est impliquée dans des phénomènes de collision, donc du coup on est convaincu que la lumière c'est une particule. Donc la lumière c'est à la fois une particule et une onde, c'est ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule. Et bien si ça c'est valable pour la lumière, c'est aussi la même chose pour d'autres objets qu'on va appeler des objets quantiques et notamment pour l'électron. Alors un objet microscopique va fonctionner de la même façon que la lumière et on va essayer de voir ce qu'il en est. Donc on va faire comme pour la lumière, on va envoyer des particules, donc en l'occurrence des électrons, à travers des fentes. Si c'était des particules, bien certaines, comme des billes, certaines billes pourraient passer, d'autres ne passeraient pas, et on obtiendrait sur l'écran tout un tas de billes disposées partout. Si maintenant ces électrons n'étaient qu'une onde, dans ce cas-là, on aurait le phénomène d'interférence comme pour la lumière. Le problème avec les électrons, c'est qu'on ne sait pas exactement où il est.
D'accord? C'est pour ça qu'on a cette espèce de nuage un peu flou, parce qu'on n'est pas capable de savoir exactement où il est. Donc, vu qu'on ne sait pas où il est, on envoie cet électron, il est quelque part dans ce nuage, et on lui demande de se matérialiser sur un écran. Quand l'électron arrive sur l'écran, bim, il va y avoir apparition d'une petite tache. Et si on fait ça tout un tas de fois, on se rend compte que ce que l'on obtient, c'est la version onde, c'est-à-dire qu'on obtient des interférences comme on l'a vu tout à l'heure. Donc là, dans le dernier cas de figure, cette fois-ci, on ne regarde pas à la fin, on regarde au début. Je rappelle que le petit nuage, là, le brouillard que vous voyez, c'est parce que ça ne veut pas dire que tout ça c'est un tas d'électrons, c'est un seul électron, mais on ne sait pas où il est. Donc il est quelque part dans le brouillard. Donc dans le dernier cas de figure, c'est un peu plus compliqué, on s'est placé avant. Ça remet en cause l'expérience qu'on avait vue juste avant. Donc un objet microscopique, en fait, c'est ni une particule ni une onde, c'est ce qu'on va appeler un objet quantique qui va fonctionner à la fois comme une particule parce qu'il transporte de l'énergie et comme une onde parce que sa probabilité de présence, dont on reparlera tout à l'heure, sa probabilité de présence se manifeste sous la forme des interférences notamment. Donc à la fois une onde, à la fois une particule, et nous on va appeler ça un objet quantique. Du coup, Louis de Broglie s'est inspiré de cette partie quantique pour parler du mouvement de cette particule. Et comme on avait déjà défini la quantité de mouvement, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, quand on a fait de la mécanique, on avait défini la quantité de mouvement comme étant P, la quantité de mouvement égale la masse fois la vitesse. Et bien lui, de Broglie, lui, il a combiné 2-3 formules et il en est arrivé à P pour un objet quantique, hein, pour un électron, une toute petite particule d'onde. P égale H sur lambda. Donc cette formule, il faut que vous la connaissiez. Comment il en est arrivé là? Si on part de la formule sur le quantique d'Einstein, E égale mc carré. M la masse et C la vitesse de la lumière. Et si on considère aussi que E égale l'énergie du photon, hc sur lambda. Les deux énergies sont les mêmes. Formule donnée par Einstein, formule sur l'énergie quantique. On a mc carré égale hc sur lambda. On élimine un c de chaque côté. On a donc mc égale h sur lambda. Et mc, masse fois la vitesse de la lumière, c'est bien le même que le mv, la quantité de mouvement dont on avait déjà parlé. On se retrouve donc avec P égale H sur lambda. D'accord? Donc Louis de Broglie, il n'a rien inventé de particulier, il a combiné les formules et il a défini la quantité de mouvement d'une particule microscopique comme étant H sur lambda.